suis dit que j'allais commencer à filmer ce matin parce que la lumière est juste magnifique. Mais en fait je peux pas filmer en face du soleil de ma fenêtre parce que il y a juste trop de lumière et je suis éblouie et je finis par filmer comme ça. Attendez, regarde. Ouais, il y a un peu beaucoup de lumière. Donc ce matin je voulais vous parler rapidement de la première lecture que j'ai faite ce mois-ci, qui est The Children of Jocasta de Natalie Haynes. C'est le livre que vous aviez choisi sur Instagram, ça se jouait entre celui-là et House of Names de Com Toybin. Et ce livre-là est une réécriture à la fois du mythe d'Oedipe et du mythe d'Antigone, enfin de toute la famille de la dynastie thébaine. Je l'ai fini hier soir. Je suis très mitigée face à ce livre. J'ai pas pu m'empêcher de le comparer au Chant d'Achille parce que c'est, je pense, la pierre d'achoppement de toute la littérature de réécriture de classiques antiques. Et je dois dire que j'ai trouvé que c'était beaucoup moins bien que le Chant d'Achille. Pour plusieurs raisons, mais je vais d'abord revenir un peu sur le livre en détail avant de donner mon avis. Ce livre donc regroupe deux mythes et on alterne entre deux modes de narration. Un chapitre va être narré à la première personne par Ismène, qui est la sœur d'Antigone, et un chapitre va être narré à la troisième personne par un narrateur omniscient hétérodiégétique. Il va raconter la perspective de Jocaste et donc on va suivre toute sa vie du moment où elle est mariée au roi de Thèbes, Laios, jusqu'à sa mort. Et puis dans le chapitre suivant on va avoir une narration à la première personne de la part d'Ismène, qui est la sœur d'Antigone, et qui va raconter donc son histoire d'un événement qui lui arrive, qui est qu'elle se fait attaquer dans son palais et poignardée par quelqu'un dont elle ne connaît pas l'identité, jusqu'à, j'ai envie de dire, la fin de ce qui se passe dans Antigone, mais pas vraiment, puisque Natalie Haynes s'est vraiment donné une grande liberté par rapport au mythe. Et c'est une des choses qui m'a un peu dérangée parce que je pense qu'on peut produire une réinvention ou une réécriture d'un mythe quel qu'il soit sans forcément changer la trame narrative de ce mythe et les événements qui s'y déroulent. Bref, elle a vraiment pris des grandes libertés et pour moi qui suis tellement passionnée de ces histoires et qui les trouve tellement parfaites comme elles sont, ça m'a un peu énervée quoi, enfin bon bref, je vous en reparle après, mais du coup voilà, je voulais vous raconter comment ce livre est écrit. Donc d'un chapitre à l'autre on saute entre le point de vue d'Ismène et la narration de la vie de Jocaste. Pour résumer un peu le mythe d'Oedipe et le mythe d'Antigone, que vous compreniez pourquoi ça m'a parfois irritée de lire ce livre. Je vais commencer par le mythe d'Oedipe parce que chronologiquement c'est le premier. Ces deux mythes se déroulent dans la cité de Thèbes, qui est une des plus anciennes cités de Grèce. Sur le trône de Thèbes se trouve un roi qui s'appelle Laios, qui est assez vieux. Il épouse une jeune fille qui s'appelle Jocaste. Ceux-ci ont un enfant qui est abandonné volontairement parce qu'un oracle a prédit à Jocaste et Laios que leur fils tuerait son père et épouserait sa mère. Donc il y a deux crimes qui sont prédits à cet enfant, que sont le parricide et l'inceste. Donc ils vont abandonner leur enfant pour éviter leur destin tragique, sauf que Oedipe bien sûr n'est pas mort. Des années plus tard il revient à Thèbes, sur le chemin il rencontre son père Laios dans une altercation qu'il pense être avec un inconnu, un vagabond, il le tue. Il arrive à Thèbes, il se marie, il a 4 enfants avec sa femme et sa mère, Jocaste, que sont Polynice, Théocle, Antigone et Ismène. Et quand Jocaste se rend compte qu'elle a en réalité épousé son fils, elle se pend dans le palais. Et Oedipe, qui comprend après elle ce qui lui est arrivé, que son destin tragique est arrivé, il se perce les yeux, il s'aveugle pour ne pas avoir à faire face à son destin. Et il s'exile de Thèbes, suivi par Antigone qui va le ramener à Corinthe où il a grandi. Ensuite, deuxième partie de l'histoire, quelques années plus tard, après la disparition d'Oedipe, Théocle et Polynice, donc ses deux fils, vont alterner le pouvoir. Polynice va être roi un an, puis Théocle sera roi l'année suivante, jusqu'au moment où Polynice décide de régner seul, et il va réunir 7 chefs de cités grecques et leur armée et attaquer Thèbes
par les 7 portes qui entourent la ville. Et Théocle, qui est resté à Thèbes et qui n'a pas trahi sa cité, va essayer de résister à ce siège avec l'armée thébaine. Mais les deux frères finissent par s'entretuer et finalement le trône revient à leur oncle Créon. Donc ça c'était le plot, l'intrigue des 7 contre Thèbes, qui est une pièce écrite par Échille, mais j'imagine que d'autres dramaturges ont dû raconter cet épisode de la Thébaïde. Ensuite, troisième épisode, l'épisode Antigone. Donc après cette guerre fratricide entre Théocle et Polynice, Créon, qui est devenu roi pour asseoir sa légitimité, refuse à Polynice, qui a trahi sa cité et son peuple, d'être enterré, ce qui est vraiment un énorme sacrilège chez les Grecs. Ce sacrilège n'est pas du tout toléré par Antigone, la sœur des deux frères fratricides, qui va tout faire pour que son frère ait une sépulture. Elle va l'enterrer sans en avoir le droit, et pour cela, elle sera punie de mort par Créon, après de nombreuses délibérations entre les deux personnages, qui reviennent un peu à un débat sur vaut-il mieux respecter la loi des hommes ou la loi des dieux, laquelle est la plus importante. Et ce débat représente un peu un changement générationnel qui s'opère en Grèce aussi. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, de tout ce qu'on peut dire sur Antigone et Créon, et sur tous ces mythes qui s'entremêlent et qui en fait sont vraiment super importants pour l'histoire grecque. Souvent on parle beaucoup plus de l'Iliade et de l'Odyssée, mais il y avait aussi des épopées qui parlaient justement de cette dynastie de Thèbes, mais ces épopées ont été perdues, bref. Et en fait, il se trouve qu'Antigone, c'est une de mes pièces préférées, que ce soit celle de Sophocle ou celle d'Anouilh. Anouilh, c'est le premier livre face auquel j'ai pleuré, le premier classique face auquel j'ai pleuré. Donc c'est une histoire qui a vraiment beaucoup d'importance pour moi. Donc du coup, je vais forcément être très tatillon avec ce que d'autres auteurs en font. Et pour le coup, j'ai été assez révoltée par les choix narratifs de Natalie Haynes, que je comprends et qu'elle explique pour certains dans sa postface, mais pas complètement. Alors, attention, maintenant c'est spoilers, donc si vous voulez éviter les spoilers, je vous mets une petite timestamp à laquelle vous pouvez sauter si vous voulez pas être spoilé, si vous avez l'intention de lire ce livre, qui par ailleurs est un assez bon livre, hein, je dis pas le contraire. C'est quand même un bon livre, je dirais. Je vais lui mettre 3 étoiles sur Goodreads. Il est assez bien écrit, ça va, c'est pas aussi grandiose que Le Chant d'Achille ou Circé, c'est pas aussi poétique, aussi lyrique, mais c'est quand même relativement bien, et pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la mythologie et tout ça, j'imagine que ça doit être un livre très palpitant. Donc je vous le recommande quand même, mais attention, n'utilisez pas ça pour faire vos dissertes sur Oedipe et compagnie, parce que ce n'est pas l'histoire qu'on accepte le plus souvent comme l'histoire originale, même si dans les différentes versions du mythe, il y a des choses qui changent, mais pas à ce point-là quand même. Donc en gros, ce que je reproche à ce livre, c'est que il y a d'énormes changements qui sont faits, pas tant du point de l'histoire d'Oedipe et Jocaste, parce que comme elle raconte l'histoire du point de vue de Jocaste, et que c'est un personnage qu'on ne connaît que à la fin de sa vie, à partir du moment où elle est mariée à Oedipe, elle avait de la marge pour imaginer ce qui pouvait s'être passé dans la vie de Jocaste, dans son intériorité et tout ça. Donc du point de vue de cette narration-là, j'ai pas trop de reproches à lui faire. Mais par contre, du point de vue de ce qui se passe et qui correspondrait en fait aux 7 contre Thèbes et à Antigone, là... j'ai pas trop compris. Je pense que le but de Natalie Haynes, c'était de remettre Ismène au premier plan. C'est la sœur d'Antigone et souvent elle est reléguée au second plan. Mais là, elle en a fait trop, je pense. Je pense qu'on pouvait tirer du personnage d'Ismène quelque chose de beaucoup plus proche des mythes d'origine. Ismène, c'est vrai qu'elle est parfois un peu sous-cotée, quoi, mais dans les pièces, c'est quand même la voix de la raison, la voix de la tempérance entre les excès de Créon et l'hubris d'Antigone. Et c'est pour ça que c'est un personnage intéressant, je pense. Mais plutôt que d'appuyer ce qu'il y a déjà d'intéressant chez ce personnage et que souvent on oublie, Natalie Haynes a plutôt fait le choix de lui donner le rôle un peu d'Antigone et d'échanger certaines des trames narratives qui sont importantes pour qu'Ismène prenne un peu la place d'Antigone, et j'ai trouvé ça pas très pertinent.
Surtout parce que Antigone c'est quand même un personnage un peu proto-féministe et de lui enlever autant de pouvoir, je trouve que symboliquement c'est un peu dommage. Sachant qu'on pouvait aussi donner beaucoup de pouvoir à Ismène sans en enlever à Antigone. Donc les gros changements dont je parlais, c'est que dans ce roman, déjà elle zappe complètement les Sept contre Thèbes, donc il n'y a pas du tout de guerre entre Thèbes et les 7 cités ralliées par Polynice. Il va juste y avoir en fait une altercation au couteau entre les deux frères. Éthéocle tue sans vraiment le vouloir Polynice et du coup il est exécuté pour avoir tué le roi puisque c'est Polynice qui est en place cette année-là. Pareil, ça enlève beaucoup de symbolique à l'histoire. Et du coup, comme c'est Éthéocle qui a tué Polynice qui était roi, c'est Éthéocle qui va se voir refuser les rites funéraires à la place de Polynice dans le mythe original. Et je trouve que c'est une différence énorme. Et quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite compris que Antigone n'allait plus avoir du tout le même pouvoir et que ça n'allait pas pouvoir être elle qui enterre son frère. Et finalement, c'est Ismène qui va enterrer Éthéocle et Antigone va quand même en prison, mais juste pour avoir répondu à Créon. Et elle se pend, mais elle ne réussit pas son suicide. Et en fait, tout le tragique dans Antigone, il a disparu. Créon, qui dans Antigone, enfin dans les pièces de théâtre, est plutôt représenté comme un lâche, en gros. Un lâche et surtout le représentant des hommes sur Terre plutôt que celui des dieux, devient juste un cruel manipulateur dans ce roman. Je sais pas, je crois pas que Créon ait été tellement avide de pouvoir dans les pièces originales. Je sais pas, elle s'est vraiment beaucoup écartée du mythe et par moments ça m'a dérangée parce que ça ôtait beaucoup de poids et d'importance à certains des personnages, à certaines des thématiques. Et je parle même pas du fait que ça m'a tellement énervée dès le début qu'elle crée des diminutifs pour Antigone, Polynice, Éthéocle, Ismène et tout ça. Quand c'est Ismène qui raconte, elle utilise des diminutifs, donc Éthéocle c'est Éthéo, Polynice c'est Pauline, ce que je trouve très moche. Ismène c'est Easy et Antigone c'est Annie, et les Grecs n'auraient jamais fait ça. Enfin, je pense pas que les Grecs utilisaient comme surnom des diminutifs. Vraiment, ce que je trouvais sublime dans le chant d'Achille et honorable, c'est que elle redonnait une voix à un personnage oublié qui est Patrocle, mais en honorant Patrocle, elle rendait aussi toute sa beauté à Achille. Et là, je trouve qu'en honorant Ismène, elle a retiré beaucoup de la beauté d'Antigone et du mythe en général, et que contrairement à Madeline Miller, qui je trouve sent parfaitement bien les personnages et qu'elle arrive à révéler vraiment le cœur des personnages. Enfin, quand je lisais certaines phrases du chant d'Achille, je me disais c'est toujours ça que j'ai ressenti en lisant des choses sur Achille, en pensant à Achille. Mais là, je pense que Nathalie Haynes s'est un peu écartée et a un peu perdu de vue le vrai sens des mythes. Bon, du coup, moi qui aime tellement Antigone et tout ça, j'ai été un peu déçue. Voilà, ma critique est peut-être un peu harsh, un peu dure, mais voilà, je dis ce que j'en ai pensé. Dans sa postface, Nathalie Haynes n'explique pas pourquoi elle a sauté les 7 contre Thèbes. Elle dit juste j'ai réduit ces histoires à l'échelle de 2 hommes, 2 enfants en fait, qui ne peuvent pas se supporter, et j'ai mis ça à la place d'une guerre civile plus large. En d'autres mots, j'ai joué de manière très rapide et très ample avec l'histoire, mais au moins à la fin, ils finissent tous les deux sous la terre, ce qui est ce que leur sœur voulait pour eux. Je suis pas d'accord, je pense que ça a son importance que ce soit Polynice et pas Éthéocle qui soit puni par Créon. Mais bon, visiblement pour Nathalie Haynes, non. Et quant à remplacer Antigone par Ismène, elle explique pourquoi elle a plutôt choisi de mettre l'accent sur le personnage d'Ismène. Mais je pense vraiment que c'est sous-estimer ce personnage que de lui donner le rôle d'Antigone à la place d'Antigone, plutôt que de voir ce qu'il y a de vraiment génial dans le personnage d'Ismène aussi, parce que Sophocle ne l'aurait pas inséré dans sa pièce, même s'il lui donne peu de vers, si elle n'avait vraiment aucun intérêt et que ce personnage était vide de sens ou de pouvoir, ou voilà. Je pense qu'on pouvait vraiment remettre Ismène au centre du tableau sans pour autant diminuer la place d'Antigone, et voilà, du coup, bon, bref. Je vais pas en parler encore plus longtemps parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle de ce livre, quelle horreur. Il va falloir que je coupe tout ça au montage parce que c'est juste pas possible, 25 minutes. En tout cas, voilà, une petite déception, ça m'a quand même plu, je l'ai lu assez vite.
Pour ceux qui lisent peu en anglais, je pense que c'est pas trop dur. Il y a un peu de vocabulaire technique du monde grec, mais voilà, ça devrait le faire. Mais par contre, du coup, cette semaine, on va faire un vlog lecture particulier puisque j'espère que cette fois-ci, je vais lire quelque chose qui va beaucoup plus me plaire, me toucher et dont je sais déjà que ça va être d'une grande qualité. Et puis de toute façon, je suis beaucoup moins attachée émotionnellement au personnage dont ce livre parle. Donc je devrais aimer plus logiquement, mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais adorer ce livre. C'est Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Ça fait un moment que vous me dites de lire et puis que moi-même je veux le lire, donc ça y est, cette semaine on s'y attaque. Je vais vlogger cette lecture, cette expérience et partager ça avec vous. Voilà, si vous l'avez lu, j'aimerais bien que vous me mettiez dans les commentaires la phrase qui vous a le plus marqué de ce livre. Et puis je partagerai la mienne aussi avec vous. Voilà, j'ai commencé ce matin, j'ai lu 1 page et demie. Je peux vous lire la première phrase si vous voulez. Mon cher Marc, je suis descendue ce matin chez mon médecin Hermogène qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. Voilà. Ça commence sur du très prosaïque. Et je pense qu'on va finir dans du très métaphysique. Je vais pas vous en parler maintenant parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle. Donc on va reporter ça à plus tard. Voilà, je vous retrouverai demain je pense pour un petit moment de lecture et puis de travail aussi. Parce que j'ai pas mal de travail et d'ailleurs je vais commencer par ça ce matin. Finir Catulle parce qu'au final la semaine dernière j'ai pas du tout réussi à finir de ficher les sylves latines sur Catulle et les poésies. Donc je vais essayer de faire ça ce matin. On verra jusqu'où j'arrive. Et pour pouvoir passer à Platon quoi, parce que il est grand temps que je passe à Platon. Il est 10h20, j'ai déjà coché pas mal de trucs de ma to-do list. Là, je pense que je vais sortir un peu. Je vais essayer de trouver une pince pour tenir mes livres quand je travaille parce que c'est vraiment pas pratique que les pages elles retombent tout le temps. Du coup je vais voir si je vais trouver ça. Et puis souvent le mardi c'est le jour où je sors parce que d'habitude j'ai mon rendez-vous chez la psy et souvent après je me balade pour un peu faire passer tout ce que j'ai dit et tout ça, tout ce qui s'est passé. Donc je sais pas, j'ai envie de sortir là parce que mon corps sait que d'habitude je suis dehors et que je me promène. Je vais sortir faire des petites courses, ensuite je vais rentrer déjeuner à la maison et puis cet après-midi ça va être charbonnage. Voilà, allez c'est parti, let's go shopping. Bon, ça fait un petit moment que je suis rentrée de mes petites courses de ce matin. J'ai mangé et puis après j'avais besoin d'une pause. J'ai regardé mon épisode hebdomadaire de Snowpiercer qui était pas aussi traumatisant que d'habitude, donc on va dire c'est chouette. Je me suis fait un petit matcha, ça va me redonner un peu d'énergie j'espère. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai trouvé. Chez Emma j'ai acheté ce tote bag. Je sais pas si vous pouvez voir mais il y a des petites marguerites dessus. Et de l'autre côté il est tout simple comme ça. Il a l'air très solide. Et ensuite j'ai acheté quasiment que du matériel scolaire en fait. Enfin de la papeterie. Donc j'ai pris ces autocollants Semenier. Je pense que ce sera pas mal pour mon bullet journal. Leur papier est toujours tout doux et les stylos ils glissent dessus et tout. J'aime trop. Ça c'est quelque chose que j'ai acheté aussi chez Emma. C'est du coup les pinces dont je parlais ce matin. J'avais plus de batterie. Visiblement j'ai eu une bonne intuition ce matin de recharger l'autre. J'ai pris un classeur comme ça, un gros classeur. J'aime trop la couleur. J'en ai un autre un petit de cette couleur aussi, dans lequel je fais des fiches de grammaire grecque et latine. Donc là j'en ai pris un grand pour mettre toutes mes fiches sur les œuvres programme. Ensuite j'ai pris des intercalaires. Les intercalaires viennent de chez Emma, par contre c'est des intercalaires en carton tout bête. Et enfin j'ai pris du papier comme ça. Il est de la parfaite couleur je trouve, ni trop blanc ni trop jaune. Bref. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, je vais essayer de travailler un peu parce que il est temps que je me mette à travailler. Ah, et je voulais aussi vous parler des premières pages que j'ai lues de Duras. Qu'est-ce que je raconte? C'est une autre Marguerite de Yourcenar. Donc là, j'ai fini la première partie. Animula Wagula Blantula. Je suis déjà assez soufflée par la précision des connaissances de Marguerite Yourcenar. Ça se voit qu'elle a une connaissance en finesse des différentes philosophies. Et puis tout ce qu'elle disait sur l'amour dans cette première partie, je trouvais ça magnifique. Il y a même des phrases parfois qui en fait font penser à des questionnements qu'elle a eu pendant qu'elle écrivait le livre. Par exemple, pour une seconde, avant de rentrer à regret dans la peau d'Adrien, je parvenais à savourer à peu près consciemment cet homme vide, cette existence sans passé. Je sais pas encore trop quoi vous en dire parce que je viens seulement de commencer, du coup là j'en suis à la page 46. Dans l'édition Folio, hein, si jamais vous avez la même, comme ça vous pouvez suivre où j'en suis. Mais oui, c'est très bien écrit, c'est très intelligent. Je me dis que ça devait être parfois difficile pour Marguerite Yourcenar de se détacher du personnage d'Adrien,
ou du moins de rendre justice à ce qu'ils pouvaient penser sans elle-même s'associer à ce qu'elle écrivait. Il me semble que Marguerite Yourcenar était végétarienne et en fait il y a dans les premières pages du livre Adrien raconte qu'il s'est essayé à cette pratique qui dans l'Antiquité était majoritairement une pratique philosophique mais qu'il s'y est pas tenu. J'ai expérimenté brièvement avec l'abstinence de viande aux écoles de philosophie où il s'y est d'essayer une fois pour toutes chaque méthode de conduite. Mais cette pratique, à laquelle ta jeune austérité trouve du charme, il s'adresse à Marc Aurèle, demande des soins plus compliqués que ceux de la gourmandise même. Elle nous sépare trop du commun des hommes, dans une fonction presque toujours publique à laquelle préside le plus souvent l'apparat ou l'amitié. J'aime mieux me nourrir toute ma vie d'oie grasse et de pintade que de me faire accuser par mes convives à chaque repas d'une ostentation d'ascétisme. Je pense que ça doit être difficile en tant qu'écrivain de donner une voix à quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions que nous. J'ai ce petit recueil minuscule qui s'appelle Tous végétariens, petit précis de littérature végétarienne. Et dedans il y a un texte de Marguerite Yourcenar qui s'intitule « Qui sait si l'âme des bêtes va en bas ?» dans Le temps ce grand sculpteur. Alors il y a une citation du livre de l'Ecclésiaste au début, c'est amusant parce qu'on a eu un cours, on a eu un exposé sur précisément ce livre de la Bible hier en cours. Qui sait si l'âme du fils d'Adam va en haut et si l'âme des bêtes va en bas, Ecclésiaste 3,21. Un conte des mille et une nuits rapporte que la terre et les animaux tremblèrent le jour où Dieu créa l'homme. Cette admirable vision de poète prend toute sa valeur pour nous qui savons, bien mieux que le conteur arabe du Moyen-Âge, à quel point la terre et les animaux avaient raison de trembler. Quand je vois du bétail et des chevaux dans un champ, beau spectacle senti de tout temps par les peintres et les poètes comme une idylle, mais devenu rare hélas dans notre milieu occidental, quand il m'arrive même de voir quelques poules picorant encore librement dans une cour de ferme, je me dis certes que ces bêtes sacrifiées à l'appétit de l'homme, ou usées à son service, mourront un jour de mal mort, saignés, assommés, étranglés, ou selon l'ancien usage, quand il s'agit des chevaux qu'on n'envoie pas aux boucheries chevalines, tués d'un coup de feu, le plus souvent maladroit, qui n'est presque jamais un véritable coup de grâce. Ou même, en quel pays m'a-t-on raconté le fait, poussées à la pointe de l'aiguillon vers le précipice où elles s'abîmeront fracassées. Mais je me dis aussi qu'en ce moment, et peut-être pendant des mois ou des années encore, ces bêtes auront vécu en plein air, en plein soleil, ou en pleine nuit, maltraitées souvent, bien traitées parfois, parcourant à peu près normalement les cycles de leur existence animale, comme nous nous résignons à accomplir les cycles de notre propre vie. Mais cette relative normalité n'est plus de mise chez nous, où l'effroyable surproduction, qui finalement d'ailleurs avilit aussi et tue l'homme, fait des animaux des produits fabriqués à la chaîne, vivant leur brève et pauvre existence. Il faut bien que l'éleveur rentre dans ses frais le plus tôt possible. Dans l'insupportable éclat de la lumière électrique, bourrée d'hormones dont leur viande nous transmet les dangers, pondant et faisant sous eux, comme le disaient autrefois les infirmières et les nourrices, privées, dans le cas des volailles confinées les unes contre les autres, du bec et des ongles que, durant leur horrible vie empaquetée, elles tourneraient contre leurs compagnes de misère. La plupart d'entre nous mangent de la viande, mais certains s'y refusent et songent, doucement ironiques, à tous les déchets de l'épouvante et de l'agonie, à toutes les cellules usées d'un cycle nutritif arrivé à sa fin, aboutissant aux mâchoires de ce dévoreur de beefsteak. Ici, comme ailleurs, l'équilibre a été rompu. L'horrible matière première animale est un fait nouveau, comme la forêt anéantie pour fournir la pâte nécessaire à nos quotidiens et à nos hebdomadaires gonflés de réclames et de fausses nouvelles. Comme nos océans où le poisson est sacrifié aux pétroliers. Pendant des millénaires, l'homme a croisé la bête comme sa chose, mais un étroit contact subsistait. Nous avons changé tout cela. Les enfants des villes n'ont jamais vu une vache ou un mouton. Or on n'aime pas ce dont on n'a jamais eu l'occasion de s'approcher ou qu'on n'a jamais caressé. Tu ne tueras point. Toute l'histoire dont nous sommes si fiers est une perpétuelle infraction de cette loi. Tu ne feras pas souffrir les animaux, ou du moins tu ne les feras souffrir que le moins possible. Ils ont leurs droits et leur dignité comme toi-même, est assurément une admonition bien modeste. Dans l'état actuel des esprits, elle est, hélas, quasi subversive. Soyons subversifs. Révoltons-nous contre l'ignorance, l'indifférence, la cruauté, qui d'ailleurs ne s'exercent si souvent contre l'homme que parce qu'elles se sont fait la main sur les bêtes. Rappelons-nous, puisqu'il faut toujours tout ramener à nous-mêmes, qu'il y aurait moins d'enfants martyrs s'il y avait moins d'animaux torturés, moins de wagons plombés amenant à la mort les victimes de quelconque dictature si nous n'avions pas pris l'habitude de fourgons, où des bêtes agonisent sans nourriture et sans eau, en route vers l'abattoir, moins de gibier humain descendu d'un coup de feu, si le goût et l'habitude de tuer n'étaient l'apanage des chasseurs. Et dans l'humble mesure du possible, changeons, c'est-à-dire améliorons s'il se peut la vie. Donc quand on lit ça dans la plume de Marguerite Yourcenar, on s'étonne de lire aussi les mots d'Adrien. Mais bon, le but du livre des mémoires d'Adrien, c'est de rendre justice à ce personnage historique, de raconter quelle devait être sa pensée à lui, son intériorité, sa vision intérieure, sa vision du monde. Je pense qu'en tant que lectrice, ça va être difficile pour moi de faire la différence entre Adrien et Yourcenar,
parce que elle écrit tellement bien que la limite entre les deux devient minuscule. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire avec tout ça. Allez, c'est parti, je vais ranger tout ce que j'ai acheté et puis je vais commencer à travailler. Have you ever felt his fingertips sending shivers down your spine? It's enough to make you lose your sense, enough to make you lose your mind. There's magic in the way he moves, always steady, ever wild. And all this heartbreak he holds close, can feel it in the way he sighs. Maybe there's a way to fake I can stop my hands from shaking every time I feel like a fool. But all I know is I'll be awake for an hour or two. Aujourd'hui, grosse journée, j'ai un peu pris mon temps ce matin, j'ai essayé de refaire du yoga. J'avais commencé les 30 jours de yoga avec Adrienne, donc sur la chaîne de Yoga with Adrienne. Et je me suis fait un lumbago. Ouais. J'avais jamais fait de yoga de ma vie et j'ai dû faire un faux mouvement, mais bon bref. Donc j'ai eu mal au dos pendant un mois et demi. Et là ça commence à aller mieux, donc je me suis dit ce matin je réessaye. Et vraiment ça me faisait chier de devoir arrêter parce que j'avais mal au dos. Parce que j'avais vraiment progressé, je sentais vraiment qu'entre le premier et je crois que je suis allée jusqu'au 10e cours, j'avais vraiment pris de la force, un peu de souplesse et tout. Et j'avais vraiment la rage de devoir arrêter. Mais c'était juste pas possible, je pouvais même pas tenir assise, donc j'ai dû arrêter. Et ce matin j'ai repris, j'ai fait une petite séance facile un peu pour reprendre et pas me rebousculer le dos tout de suite. Pour la première fois je faisais un sport qui me plaisait vraiment bien. Enfin j'aime bien parce que c'est un sport assez doux, moi j'aime pas les sports où il y a de l'impact, genre la course et tout ça, j'aime pas du tout. Et du coup le yoga c'est un peu méditatif, ça lie le corps et l'âme, et ça calme aussi et en même temps ça renforce les muscles mais d'une manière douce, c'est un peu du gainage quoi et des étirements tout ça. Du coup je trouvais que c'était vraiment le sport parfait et des fois je me surprenais à rigoler et tout alors que dans ma vie j'ai rarement aimé faire du sport et ça m'a rarement fait rire. Mais là voilà j'y prenais beaucoup de plaisir donc je suis contente de pouvoir un peu recommencer. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, ça va être une journée un peu tendue. En fait demain je prends le train, je rentre en Alsace, j'étais censée rentrer déjà aujourd'hui mais mon train a été annulé. Parce qu'en fait ce week-end je retourne dans mon ancien lycée, collège-lycée, pour un week-end de répétition parce que c'est comme c'est les 10 ans de l'atelier comédie musicale, le prof de musique a invité les anciens élèves à participer au spectacle. Donc ce week-end ça va être répétition. Mais j'ai pas mal de trucs pour les cours à faire aujourd'hui, il faut surtout en priorité que je fasse des fiches d'italien. J'ai commencé l'italien cette année et on a un DS lundi prochain. Donc là ce matin la prof nous a envoyé un mail avec la liste de tout ce qui allait tomber au test. Donc on va commencer par faire ça. Cet après-midi je vais de nouveau aller voir si je trouve une robe parce que je me suis rendu compte qu'en fait les robes que j'ai, même si j'en ai qui sont assez jolies, elles font pas gala quoi. Enfin je vois bien un peu robe tapis rouge et je pense que c'est ça le dress code pour le spectacle. Mais je n'ai pas de robe comme ça donc on va aller voir dans une fripe encore. J'y suis allée mardi après-midi mais j'ai rien trouvé du tout. Donc on va aller voir avec Océane cet après-midi dans une autre fripe. On va refaire un tour au hall. J'étais pas allée à Zara. De 1 parce que c'est rare qu'ils aient ma taille et surtout que ma taille soit ma taille parce que bon on sait bien que dans les magasins de fast fashion du 44 c'est plutôt du 40. Et puis à 16h30 il faut que je sois de retour à la maison parce que je donne un cours en ligne. Et puis il faut que pour le spectacle j'imprime les paroles des chansons et que je révise encore un peu les chansons. Je vais aussi aller faire des petites courses parce que comme je suis végane, à mon avis la nourriture de la cantine ça va pas aller. C'est le programme d'aujourd'hui. Je vais commencer par les fiches d'italien parce que c'est quand même la priorité, le DS d'italien.
you've been gone for so long, forgotten what your face looks like. Il est 13h, donc j'ai à peu près 1 heure devant moi là pour travailler un peu les chansons de la comédie musicale. Je me suis fait un document, j'ai mis toutes les paroles et en fait je vais les écouter l'une après l'autre avec les paroles et noter combien de mesures il y a au moment des intros, au moment des ponts, etc. ou des solos instrumentales. Allez, on commence par Naziland. Il y a une whistle note à la fin, ouf! C'est juste le cœur à la fin, je pense. Ok, alors là j'ai à peu près compris la structure de la chanson. Il va falloir que je reprenne. Il y a un moment où il y a un très long solo. Donc là il va falloir que je recompte combien il y a de mesures et à quel moment je dois reprendre. Je vais peut-être pas compter avec les mesures parce que c'est trop long. Mais il y a un motif qui revient. Donc je vais compter combien de fois le motif revient. Je remets les majuscules aux paroles. Your words still seared into my ears from a long-awaited too-short phone call. I'll see you soon. I'll feel you soon. 'Cause we're not meant to sleep alone. I'll call your name out till you phone and tell. Alors ça fait un moment que j'ai filmé le dernier clip que j'ai mis dans la vidéo. Là ça fait... j'ai jamais fini le vlog en fait parce que j'attendais d'avoir fini les mémoires d'Adrien. Mais en fait j'ai pas encore réussi à les finir, on est 1 semaine plus tard. C'est un livre qui prend vraiment beaucoup de temps à lire, ou du moins que moi je prends le temps de lire correctement parce que il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de choses qui me passent par-dessus la tête même si je suis étudiante de lettres classiques et que je connais quand même un peu l'histoire romaine. Adrien rentre beaucoup dans les détails des événements politiques qui mènent jusqu'à sa nomination en tant qu'empereur par Trajan, l'empereur précédent. C'est quand même un livre assez érudit. Ça se voit que Marguerite Duras est allée étudier vraiment le fond des choses de l'histoire d'Adrien. Mais évidemment, lui, il aurait été au courant de tous ces événements, donc il les aurait sûrement racontés, donc elle avait besoin de rentrer dans autant de détails. Mais je tiens quand même à préciser que c'est pas ça qui doit vous empêcher de lire ce livre, parce que au-delà des détails de l'histoire romaine, il y a vraiment une prose magnifique, beaucoup de réflexions vraiment poignantes, puissantes, qui éveillent l'esprit un peu comme de la philo. En fait c'est assez amusant parce que j'ai commencé à travailler un peu des textes de Proust parce que c'est tombé à l'agrég, mais j'ai filmé ma réaction au programme de l'agrégation et ça sortira la semaine prochaine. Donc j'ai commencé à travailler Proust. Une de ses idées par rapport à la littérature, c'est qu'en fait que l'auteur c'est un traducteur en fait d'une vérité qu'il porte en lui-même ou en elle-même. Le livre doit nous servir à, grâce aux métaphores, à l'alliance et à la confrontation de deux objets différents, faire appel à nos sensations et notre mémoire et en fait révéler notre propre essence à nous-mêmes en tant que lecteur. Et en fait je trouve que les mémoires d'Adrien c'est vraiment un bon exemple de cette capacité-là du livre, du texte. En fait comme on lit le flot de pensée d'Adrien et que l'écriture est tellement souple, perfectionné, qu'on a vraiment l'impression de lire Adrien, enfin le narrateur et l'auteur se confondent presque, ou en tout cas on a cette impression. Ça se lit comme si on l'écoutait parler, Adrien. On est plongé dans une espèce d'état méditatif quand on lit le livre, et donc les images qui sont invoquées et les idées qui sont celles d'Adrien, parfois elles nous traversent. On arrive à repêcher au fond de nous quelque chose de nous-mêmes avec certaines phrases. Je sais pas trop si je l'explique bien, mais je sais pas, par exemple j'ai souligné et surligné une phrase toute courte mais qui, je sais pas, ça m'a parlé. La ville illuminée était affreuse de joie bruyante. Je sais pas, il y a plein de phrases que j'ai surlignées, il y en a quasiment sur toutes les pages. Notre grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun en particulier les vertus qu'il n'a pas et de négliger de cultiver celles qu'il possède. Donc ça a parlé à la future prof en moi. Après ça peut aussi être très satisfaisant quand on a la référence, de comprendre une référence que fait Marguerite Yourcenar. Par exemple, à la page 73, elle dit « Rome, assez facile à la débauche, n'a jamais beaucoup apprécié l'amour chez ceux qui gouvernent. Marc-Antoine et Titus en ont su quelque chose. » Donc la référence à Marc-Antoine, c'est pour rappeler son idylle avec Cléopâtre.
qui a fini de manière assez tragique, et Titus, c'est une référence à l'histoire de Titus et Bérénice, qui est par exemple racontée par Racine dans sa pièce Bérénice et par Corneille dans Tite et Bérénice, je crois, c'est le titre de sa pièce à lui. Et c'est une de mes tragédies classiques préférées. Enfin voilà, je trouve c'est très très bien écrit, mais c'est un livre qu'il faut prendre son temps de lire, je pense. Donc je vais pas me rusher juste pour pouvoir fermer le vlog lecture sur la fin de ma lecture des Mémoires d'Adrien. Je reviendrai avec ce livre dans le prochain vlog lecture. Quand on arrive à s'abstraire un peu de notre intellect et à lui couper la parole à chaque fois qu'il nous dit de quoi elle parle, qui c'est ce personnage, en quelle année ça s'est passé, je comprends pas tel mot, je comprends pas tel concept, on arrive à pénétrer la pensée d'Adrien et c'est ça qui est très puissant avec ce livre, je pense. On est traversé par les vérités du livre et les vérités d'Adrien. Donc voilà, assez impressionnée. Je vais vous laisser sur les images de notre promenade d'hier parce qu'avec mes amis on est allé au jardin du Luxembourg, il faisait un temps magnifique et j'ai bien fait d'emmener ma caméra parce que je trouve que j'ai pu faire d'assez belles photos et d'assez beaux plans. Donc je vais vous laisser avec ces belles images et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Are you looking at the